avec des propositions de candidature, mais c'est silence radio alors qu'on est à pratiquement un an de l'échéance électorale. Comment peut-on expliquer cela tant du côté de la mouvance que de l'opposition et même du côté de ceux qui ont des idées de candidature indépendante? On peut se poser la question à ce propos. Et puis notre deuxième sujet va constater l'état d'écartement, de mise à l'écart, de deux partis, notamment de l'opposition, le parti Restaurer l'Espoir et Force Cori pour un Bénin émergent. Difficile de les intégrer, en tout cas à la grande masse des partis de l'opposition, qui ont d'ailleurs créé un creuset de consultation périodique tout dernièrement, en excluant précisément ces deux partis-là. Alors pourquoi cette exclusion? Comment est-ce qu'on peut la comprendre? On dira deux mots là-dessus. Est-ce que ce sont les pestiférés de l'opposition? Voilà le sujet à évoquer en deuxième position. Et si le temps nous le permettait, on va dire deux mots au sujet de l'arrestation de Louis-Philippe Rondéon, l'ancien directeur général de la police nationale, qui a été interpellé la semaine écoulée. Son procès est fixé pour le 16 décembre prochain. Mais en attendant, on connaît désormais en tout cas les chefs d'accusation, incitation à la rébellion et puis harcèlement par le biais de moyens électroniques. Tout cela, on va dire deux mots à ce propos. Commençons déjà par le tout premier sujet. Ce silence, je dois dire, à la fois des partis politiques, mais aussi des acteurs politiques de façon plus large, parce que acteurs politiques, ça existe en dehors des partis politiques. On a bien l'impression à l'heure actuelle que la présidentielle n'intéresse pas grand monde. Ben, c'est le sentiment qu'on a en fait quand on regarde un peu comment ça se passe au sein du microcosme politique, mais il y a quand même de l'intérêt. Ah oui? Parce qu'au cours de la semaine, le ministre de la Justice a reçu les démocrates pour donner suite à l'une de leurs requêtes. Qui consiste à auditer le fichier électoral. Donc, on s'intéresse à la présidentielle, peut-être sans beaucoup de bruit, et peut-être aussi sans manifestations extérieures. Mais il est clair que ça ne peut pas laisser complètement indifférent, même si en réalité, par le passé, nous avons été habitués à une certaine animation d'une présidentielle. Par le passé, c'est une situation inédite. On n'avait encore jamais expérimenté ça. C'est la première fois. Est-ce que c'est une bonne chose en soi? On pourrait faire le débat plus tard, lorsqu'on fera le bilan. Mais toujours est-il qu'à un an d'une élection présidentielle, il était vraiment impensable de voir un gouvernement travailler avec sérénité, avec beaucoup de quiétude, sans remous à l'Assemblée nationale, sans bouleversement et chamboulement dans le paysage politique. C'est assez nouveau pour nous et après cette expérience, nous ferons le bilan peut-être pour voir un peu. C'est très ennuyeux. C'est ennuyeux parce que, oui, nous étions habitués à bouger. Disons que je trouve un peu curieux que les partis politiques, en dehors de toute réserve que peut avoir le président Patrice Talon aujourd'hui, je trouve que les partis politiques, pour leur part, ne jouent pas leur partition. Si en plus on considère que c'est l'argent public qui leur est versé pour animer la vie publique, pour, on va dire, donner une certaine contenance au débat politique, je trouve ça assez curieux. C'est comme s'ils prenaient notre argent pour ne rien faire du tout. Et c'est pas normal. Ce n'est pas de leur faute, non? Est-ce que ce n'est pas une prise en otage carrément de la vie politique, de la vie publique et de la vie des partis politiques par le chef de l'État, sinon pas Patrice Talon, en tant qu'acteur politique aujourd'hui? C'est très facile de penser ça. Ah oui? Parce que Patrice Talon ne peut pas prendre en otage les partis de la mouvance présidentielle et aussi ceux de l'opposition. Ça peut s'expliquer, non? On peut dire, bon, d'accord, du côté de la mouvance, c'est lui qui dicte la loi, c'est lui qui impose le ton, le rythme, la cadence, etc. Et donc, les partis de la mouvance sont à mon pied et attendent le mot d'ordre. Du côté de l'opposition, c'est ça. Oui. Du côté de l'opposition, on va dire quoi? Qu'ils attendent que les partis de la mouvance présidentielle commencent à s'activer pour les suivre? Oui, mais par le passé, on a vu quand même que le courage que certains ont eu de proposer leur candidature, d'annoncer leur candidature, a pu leur coûter beaucoup de choses. Rekia Madougou vous dira des nouvelles, Joël Aïva vous dira deux mots à ce propos, et bien d'autres personnes qui ont été d'une manière ou d'une autre inquiétées. C'est difficile d'être dans l'opposition et de déclarer sa candidature. Moi, je pense que
il faut bien nuancer les choses. Oui. Le fait de déclarer sa candidature ne met pas qui que ce soit en danger. Ah oui? Non, je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas eu de procès pour déclaration de candidature. Il y a eu des procès pour des actes qui, à tort ou à raison, ont été imputés aux personnes qui ont été accusées. Donc, ce n'est pas le fait de déclarer sa candidature qui est un problème. C'est peut-être ce qui suit plus tard, quand on est dans l'opposition et que peut-être on n'utilise pas les armes conventionnelles, on n'utilise pas les moyens les plus légaux qui soient pour exprimer... C'est assez une curieuse coïncidence que tous ceux-là, comme ça, puissent quand même avoir d'autres éléments autres que... Bon, je ne sais pas si c'est une coïncidence. On va dire que peut-être il y a une volonté, de réprimer qui n'existait pas auparavant. Peut-être qu'il y avait un certain nombre de choses qu'on faisait dans l'irresponsabilité et que bon, tout le monde considérait comme un peu normal en démocratie parce que bon, la liberté c'est la liberté. Bon, aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que la liberté est suffisamment encadrée et c'est peut-être cet encadrement qui est le problème. Mais le fait que la liberté soit encadrée n'empêche pas un parti politique ou un candidat d'aller vers les électeurs, de proposer des alternatives à ce qui se fait aujourd'hui. Ça, je ne pense pas que quelqu'un serait embêté, que quelqu'un aurait des difficultés. Même avant d'être en prison, Joël Aïvo a eu le temps de faire une tournée nationale pour rencontrer les électeurs, pour leur parler. Personne ne l'a empêché de le faire. Donc, je considère qu'il ne faut pas mélanger les choses en considérant que c'est le seul fait de vouloir être candidat qui est un problème. Moi, je pense que les personnes qui ont quelque chose à proposer devraient aujourd'hui commencer par nous intéresser à leur programme, à leur projet de société et commencer par nous sensibiliser sur la nécessité peut-être de continuer à faire de la rupture ou en tout cas à arrêter de faire de la rupture pour faire autre chose. Mais silence radio partout. Et ça, c'est curieux. C'est vraiment curieux. Moi, j'ai parlé de prise d'otage parce que justement, le chef de l'État lui-même, lors d'une de ses sorties médiatiques, a quand même dit qu'on ne parlera pas de la présidentielle avant 6 mois de l'échéance. Et ça se passe exactement comme il le dit. Il peut le dire pour ce qui concerne sa mouvance présidentielle. Mais il a dit pour tout le monde et ça va pour tout le monde. Non, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils le disent et que ça soit valable pour tout le monde. Je ne vois pas très bien comment les démocrates seraient aujourd'hui en train de vendre un projet de société qui leur coûterait quoi que ce soit. Un projet de société, c'est différent de proposition de candidature. Non, mais si vous n'avez pas de projet de société, sur quoi vous voulez fonder la candidature? Il faut déjà commencer par nous dire ce que vous nous proposez comme alternative. Et ça, personne ne le dit. Et je pense que c'est suffisamment révélateur de ce que les partis politiques aujourd'hui ne sont plus dans les débats d'idées, les débats constructifs, les débats pour le développement et que tout en réalité se focalise sur les questions de liberté, sur les questions électorales. Et ça, c'est un peu pauvre comme débat dans une république qui a tout à construire. Quel est le rôle des partis politiques de l'opposition dans l'édification de la nation béninoise que nous avons tous l'ambition de voir à l'horizon 2050, 2060, on ne voit rien. Ils ne nous proposent rien du tout. C'est comme si ce qui se passe aujourd'hui au sein du gouvernement leur déplaît, mais ils ne proposent rien pour remplacer ça. Mais du côté de la mouvance aussi, on ne propose rien, étant donné que le projet de société de Patrice Talon n'est pas le projet de société du BR ou de l'UPR. C'est pour ça qu'on devrait aussi avoir ce débat de ce côté-là aussi. C'est pour cela que je vous dis qu'il est totalement inacceptable que des partis politiques, après avoir pris l'argent public, se murent dans le silence et n'animent pas du tout la vie politique. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas parce qu'on anime la vie politique qu'on a forcément une candidature à déclarer. Mais au moins, il faut instaurer de vrais débats de développement sur des questions qui fassent au moins réfléchir tout le monde et faire une sorte d'agrégation qui leur permet de choisir ce qui
du point de vue de l'opinion publique paraît important. Par exemple, si vous ne faites rien en direction des citoyens, comment savez-vous ce dont ils ont besoin? Comment connaissez-vous leurs aspirations? Ce n'est pas en faisant une tournée du gouvernement, une tournée de reddition des comptes du gouvernement qu'on fait un recensement. Comment ça va se faire le débat que vous demandez à la télé, débat public comme sous la Révolution, sous la Palabre? Ce n'est pas en 2016 que la démocratie béninoise a été créée. Donc par le passé, nous savons tous comment ça fonctionnait. Ce n'était pas l'idéal, mais au moins on avait quelque chose. Sur les plateaux de télévision, on avait des choses. Sur les autres médias, aujourd'hui, regardez dans la presse écrite, il n'y a plus rien du tout. Alors que la presse écrite était un peu comme le levier pratiquement du débat politique. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et regardez, même au sein des partis politiques, il n'y a pas de débat qui nous permet de suivre un peu l'évolution des idées. Et au-delà de tout ça, il y avait des débats contradictoires qui n'avaient pas vocation à critiquer forcément le gouvernement, mais à montrer à tous qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Et dans tout ça, on tire toujours quelque chose. Quand une personne s'exprime, et c'est ça qui fait la force d'un régime comme un régime de démocratie, quand une personne s'exprime, quelles que soient les absurdités que cette personne peut dire, il y a toujours quelque chose dedans qui peut servir à une certaine réflexion. Et donc, quand tout le monde se tait, que personne ne dit rien, le président Patrice Talon lui-même peut avoir l'impression à un moment donné d'avoir la science infuse et se tromper de bonne foi. Parce qu'il n'y a pas de débat autour de ce qu'il fait pour lui montrer ce qui est bien, pour lui montrer ce qui est bien. Est-ce que l'atmosphère créée permet justement de faire ce débat-là? On a l'impression que depuis 2016, tout s'est arrêté et que c'est fait. Mais non, moi je pense pas. Non, je pense... Les journalistes ont dénoncé plusieurs arrestations de ce pays, etc. On a dénoncé la loi sur le numérique, etc., qui font que les acteurs des médias se rétractent aussi, ont peur aussi d'engager justement leur organe dans certaines entreprises, je dois dire, de débat. Si vous faites des publications qui ne sont pas susceptibles d'être justifiées ni prouvées, ne vous attendez pas à ce qu'on vous fasse une fleur parce que nous sommes en démocratie. Il faut faire des publications responsables. Et moi, je considère que quand je viens sur le plateau ici, j'ai fait des critiques. J'ai fait des critiques, mais ce n'est pas l'injure qui est la critique, ce n'est pas l'invective qui est la critique, ce n'est pas de vouer quelqu'un aux gémonies qui est la critique. La critique doit se baser sur l'action. Et quand c'est la critique basée sur l'action, je considère que toutes les personnes qui ont fait ce genre de critique n'ont jamais été inquiétées. Mais quand vous portez des jugements de valeur sur quelqu'un, la personne est libre, parce que nous sommes justement en démocratie, de considérer qu'il y a une offense et de prendre les dispositions qu'il faut par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être parce que le niveau du débat n'est plus suffisamment élevé et ne concerne plus les sujets qu'il faut travailler la réflexion collective. Nous sommes dans l'invective, dans les condamnations, dans l'injure. Ça, franchement, ça ne fait pas un bon débat politique. Et dans ça, si quelqu'un se sent offensé, c'est normal qu'il y ait des arrestations. Nous avons, vous m'êtes témoin, à Canal 3, essayez, je ne sais pas combien de fois, d'avoir un débat contradictoire avec des personnes qui sont dans l'opposition. Mais ces personnes déclinent. Mais ces personnes n'ont pas peur. Bon, je sais qu'elles n'ont pas peur. Mais elles déclinent pourquoi? Parce qu'en réalité, nous en sommes arrivés à un point où chacun protège ses intérêts. Et les intérêts que chacun protège sont les intérêts qui arriveront après l'alternance ou sans alternance, c'est-à-dire après 2026. Donc chacun est dans des calculs et on se dit, si je parle, je vais griller des cartes. Si je ne parle pas, je conserve mes chances d'aller dans n'importe quelle direction où le vent pourrait m'emporter. C'est un peu ça qui fait le silence. Ce n'est pas que qui que ce soit a peur. Les Béninois n'ont pas peur. Et d'ailleurs, vous avez parlé du courage tout à l'heure. Les Béninois sont très courageux. Mais c'est quand il y a des problèmes de restriction de liberté que le courage s'affirme. Alors où est passé le courage des Béninois? Ce n'est pas la peur du tout.
qui fait que les gens se taisent. C'est quand même curieux. Hein, ce n'est pas la peur, oui, ce sont les calculs égoïstes, ce sont les calculs oui. personnels qui font que chacun se tait. Mais avant 2016, ils ont toujours été aussi égoïstes comme vous semblez le présenter. Ils ont toujours tenu compte de leurs intérêts, ils sont toujours projetés. On a vu des acteurs du monde des affaires financer sérieusement et à visage découvert des candidatures, etc., pour l'alternance ou pour conserver le pouvoir, etc. Pourquoi aujourd'hui ils n'ont plus cette capacité à venir sur la place publique, la place du village, pour justement soutenir une candidature ou une autre? Tout simplement parce qu'il y a eu un temps la réforme du système partisan. Ça n'empêche pas qu'on ait des financements bien sain des partis politiques. Non, hier les partis politiques étaient en roue libre. Et chaque parti était un instrument de promotion personnelle du président fondateur. Et ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc chacun n'est plus dans le combat d'hier où il fallait se valoriser avec son parti politique. Alors, à partir du moment où tout le monde est enfermé dans un grand ensemble, vous n'allez pas dans ce grand ensemble-là jouer les troubles-fêtes comme si vous alliez en roue libre vers une candidature de votre choix. Il y a une ligne du parti, et parce qu'il y a une ligne du parti, vous êtes obligé, parce qu'il y a une discipline aussi du parti, obligé. Mais ça ne devrait pas empêcher les mécènes de mettre de l'argent. Les mécènes, je ne sais pas. Et à visage découvert. Je ne sais pas que vous appelez les mécènes. Oui, mais Patrice Talon, par exemple, mécène politique, on le connaît, il a financé les acteurs politiques pendant plusieurs décennies au Bénin. Ce n'est pas à cacher. Beaucoup d'autres acteurs du monde des affaires ont donné beaucoup d'argent aux acteurs politiques pour avoir des postures sur la place publique. Eux-mêmes l'ont reconnu après l'élection de 2016. Est-ce que c'était une bonne chose? Moi, je ne sais pas. C'est le jeu politique. Et ça donne des résultats visés. C'est pour ça que je vous dis, en temps, il y a eu la réforme du système partisan qui, justement, combat cet esprit de mécénat. Et c'est pour ça que l'argent public est donné aux partis politiques pour faire un débat républicain et non plus un débat intéressé par le mécène qui a donné l'argent. Mais alors, si le financement public doit faire taire tous les partis politiques, retournons à nos vieilles habitudes. Alors, le financement public, c'est le financement public qui les fait taire. Ce n'est pas le financement public qui les fait taire. Ils ont le financement public et je trouve qu'ils ont l'obligation, en principe, d'animer la vie publique. Mais les calculs personnels sont justement la cause. C'est un peu comme le Tchédianabi que nous avons développé dans notre société et qui consiste à faire tout ce qu'il y a à faire pour tirer son épingle du jeu, même si après tout doit s'écouler. Mais c'est comme ça qu'ils définissent la politique, non? L'intérêt personnel. Ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être ça non plus. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à corriger dans notre façon de faire la politique. Parce que la politique ne peut pas se limiter à la promotion personnelle de l'acteur politique. La politique, on l'a fait au bénéfice de la communauté. Et aujourd'hui, on va dire ce leitmotiv a un peu fait la place au Tchédianabi, qui est vraiment un problème que nous avons à régler, parce que chaque acteur politique, dans chaque acte qu'il pose, pense d'abord à ses intérêts et aux intérêts de son groupe. C'est vrai que partout ailleurs dans le monde, c'est comme ça. Mais ailleurs, on peut faire la politique de l'individualité sans nuire aux autres. C'est-à-dire qu'on pense à soi sans nuire aux autres. Ah ouais? Mais ici, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'égoïsme très poussé qui peut amener une personne ou un groupe qui défend son intérêt à le faire au détriment de la communauté. Vous voyez? Et donc ça fait que la politique aujourd'hui a perdu beaucoup de sa noblesse. Et vous regarderez autour de vous, regardez bien, vous verrez que les personnes qui avaient été reconnues comme les nobles en politique ont progressivement fait un pas en arrière et ont laissé le champ. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la démocratie est en panne? C'est vrai que bon, on a des institutions qui sont en place, qui fonctionnent. On a peut-être une alternance. On a eu une alternance en 2021. On connaît le contexte et les conditions dans lesquelles on les a eues. On peut dire véritablement que la démocratie au Bénin a un problème qui se pose, non? S'il n'y a pas de débat, si les médias ont peur d'engager aussi la discussion, etc., si les acteurs politiques ont
devienne égoïste. Il y a que la démocratie n'existe ou suffoque à la limite. Elle ne respire plus. C'est un fait. Mais le débat n'est pas de savoir si la démocratie respire encore ou pas, comme par le passé. Parce que quand on fait le bilan, je suis catégorique là-dessus. Quand on fait le bilan, nous n'avons pas tiré grand-chose de la démocratie sur le plan du développement. Nous n'avons pas tiré grand-chose. Nous avons eu beaucoup de liberté et le monde entier nous a félicités pour notre liberté. Mais les pays qui n'ont aucune liberté sont respectés pour ce que les citoyens réalisent, pour ce qui se produit, ce qui se fait dans ces pays-là tous les jours. Mais nous, et vous entendez des acteurs politiques, et c'est ça le comble du cynisme, vous entendez des acteurs politiques qui vous disent tout ce que nous avions à vendre, c'était notre démocratie et on est en train de tuer ça. Vous voyez qu'on n'avait rien. La démocratie, c'est important dans le monde contemporain aujourd'hui. La démocratie, c'est quelque chose. En soi n'est pas une quête spécifique pour laquelle on oublie toutes les autres questions. C'est ça le paradoxe béninois. Mais les autres questions existent à partir de l'existence même de la démocratie. Les autres questions, sans que la démocratie existe. De mon point de vue, les autres questions entraînent même la démocratie sans qu'on soit obligé de se battre pour la démocratie. Quand vous élevez le niveau de l'éducation, les citoyens n'ont pas besoin de se battre pour la démocratie. C'est tout naturellement qu'on est démocrate. Quand vous élevez le niveau de l'éducation, que tout le monde a de l'éducation, c'est tout naturellement que la démocratie s'impose. Qu'est-ce que l'éducation peut faire face aux dérives, je dois dire, du pouvoir? Vous connaissez l'essence du pouvoir qui a... Vous ne pouvez pas avoir cette dérive dans une nation éduquée. Vous ne pouvez pas l'avoir. C'est ça le problème. Dans une nation éduquée, vous ne pouvez pas avoir la dérive. Parce que pour avoir la dérive, il faut toute une équipe. Et vous ne pouvez pas avoir toute une équipe de personnes qui soient susceptibles de porter préjudice à la nation pour préserver des intérêts égoïstes et de groupe. Est-ce que ça veut dire que les pays où il n'y a pas de démocratie, mais qui se développent, là-bas, il n'y a pas une bonne éducation? C'est parce qu'il y a une bonne éducation là-bas, justement. C'est parce que là-bas, il y a une bonne éducation. Et vous finirez par voir que même toutes les nations où nous disons aujourd'hui qu'il y a de l'arbitraire et de la dictature, mais qui s'occupent de l'éducation et de la culture de leur population, vous verrez que dans ces pays-là, il arrivera un moment où la démocratie va s'instaurer tout naturellement. Ah ouais? Tout naturellement. Mais on ne peut pas commencer par la démocratie pour aller ensuite à la discipline. Non, c'est de la discipline qu'on part pour aller ensuite à plus de liberté et progressivement on se libère parce qu'on atteint, on grandit en fait, parce qu'on grandit. Mais nous, tout ce que nous avons c'est la démocratie. Et nous pleurons sur ce lait renversé parce qu'on se dit, bon, on a c'est la seule chose que nous avons. C'est possible que ce soit la chose qu'on connaît. C'est pour ça qu'on connaît le Bénin. Le Bénin a été référence en matière de démocratie en Afrique de l'Ouest, en Afrique. C'est une absurdité. Et parfois même les gens viennent voir comment nous faisons. C'est une absurdité que de n'avoir que ça. C'est une totale absurdité que de n'avoir que la démocratie. Dans un pays qui a été le quartier latin de l'Afrique, de n'avoir que la démocratie à donner aux autres, à montrer aux autres. Franchement, c'est un échec. Donc, aujourd'hui, je m'entends avec vous pour dire que la démocratie ne respire plus, comme par le passé. Mais qu'est-ce que nous y gagnons et qu'est-ce que nous y perdons? Ce débat, il faudra le faire peut-être lorsque la rupture aura bouclé son Elle est en train de boucler justement. Et quand on fera le bilan à ce moment-là. C'est à quel moment précisément on fera le bilan? Parce que justement personne ne veut se prononcer, tout le monde se tait et se tait et on observe. Vous pouvez me croire, l'heure du bilan va arriver. Ah oui? Ah oui, ça, vous pouvez me croire. L'heure du bilan va arriver et le bilan sera fait de ce que nous avons pu avoir de positif en ayant un régime démocratiquement essoufflé et ce que nous avons perdu. Nous ferons le débat. Et c'est après ce débat que je pense que les Béninois pourront dire si on continue ou bien si on arrête.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais le temps, il presse. S'il y a un an, on ne peut pas engager déjà la discussion pendant à moins d'un an. Sinon, à peu près un an, je ne sais pas à quel moment, c'est à 6 mois, on va engager le débat et faire le débat pendant 6 mois, ça suffit. Si le débat ne porte pas sur les vraies questions de développement et qu'il ne porte que sur les questions de liberté individuelle et des questions électorales, pourquoi faire le débat? Pourquoi le faire maintenant? Pourquoi? Si c'est sur des questions de développement que nous avons à débattre, ah oui, aux États-Unis, vous avez vu combien de temps il a fallu. Mais commençons déjà sur quelque chose. Mais moi, je ne suis pas un acteur politique. Moi, je ne suis pas un acteur politique. J'observe que ceux qui peuvent commencer ne commencent à rien. J'observe que ceux qui peuvent commencer, parce que moi je dis, ceux de la mouvance ont peut-être des problèmes. Parce qu'ils ont une discipline à respecter. Parce qu'il y a une certaine charge sur eux qui fait que, bon... Peut-être que l'opposition aussi s'impose cette discipline-là, d'observer ce que la mouvance fait. Alors, étant donné que chacun, nous sommes en compétition politique, et chacun devrait mesurer, je dois dire, ou deviner les cartes que l'autre a en main, poser les siennes ou les positionner de façon à ne pas se faire surprendre, ou de façon à ne pas trop les exposer pour se faire griller. Exactement. Oui. Quand le débat n'explore que le champ de la politique aérie, quand le débat n'explore que la sphère des élections et des libertés publiques qui sont une pure invention occidentale pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour qu'on puisse rentrer dedans. C'est comme ça que vous définissez la démocratie? C'est comme ça que j'ai défini les libertés publiques. Oui, parce qu'ailleurs, vous ne verrez pas ça. En Occident, on ne se bat pas pour les libertés publiques. Non. Oui, parce qu'ils ont une tradition et puis tout est ancré. C'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour ça. Ils sont plus à cet état. On est en train de mourir. On travaille à élever les esprits et les libertés viennent tout naturellement. On ne se bat pas pour les libertés. Lorsque vous n'avez pas élevé les esprits et que vous mettez dans la tête que vous devez vous battre pour les libertés, vous laissez tout le reste et vous ne vous battez que pour ça. Et ça arrange les personnes qui vous ont mis ça dans les pattes parce que eux, pendant ce temps, eh bien, ils avancent. Et ils avancent et ils créent un avenir, ils créent un futur difficile pour nos enfants parce que tous les jours, eux autres, ils avancent. Pendant que nous ne sommes que dans les débats sur les questions de liberté, les débats sur les questions électorales. Et nous nous plaisons à dire que nous avons une belle démocratie et que nous n'avons que ça. Il faut préserver ça. Franchement, avec la démocratie, on ira où? La démocratie, elle est belle. La démocratie, c'est un idéal. Mais ce n'est pas un idéal qu'on a, je ne sais pas, de façon isolée et en oubliant toutes les autres questions. Ce sont les questions de développement qui, quand on les aborde avec intelligence, produisent dans la durée tout ce qu'il y a de bon dans la démocratie. Ça ne s'impose pas, ça ne se décrète pas et ce n'est pas un combat à faire comme nous le faisons là. La preuve, mais quand nous avons été 3e sur le plan des libertés, je vais dire de la liberté de presse, 3e dans le monde, 1er en Afrique. Je pense que nous n'aurons plus jamais une telle performance. Mais quand ça avait fait du mal à qui? Quand nous avions eu cette performance-là, quel était l'état du pays? Quel était l'état de développement du pays? Est-ce à dire que notre lutte pour avoir la liberté, pour avoir la démocratie, empêche le président qu'on a élu de travailler à construire les routes, à construire les ponts, à aller chercher de l'argent, à emprunter ici et là pour faire avancer le pays, à concevoir un plan, un programme de développement cohérent pour lui-même, sur lequel il se fixe, sur lequel il se concentre, pour lequel il mobilise les intelligences, etc. Ça l'empêche, quand nous on chante démocratie, que lui il fasse ce travail-là. Non, mais il le fait, non? Pourquoi est-ce que démocratie, lutte pour la démocratie, ça devrait nous déranger? Oui, pendant que lui travaille, nous on peut chanter démocratie. Mais le problème c'est de penser que certains doivent travailler et que pendant que certains travaillent, les autres chantent. C'est ça le problème. Quand on a fini les élections, tout le monde arrête de chanter et tout le monde se met au travail. Oui, mais... Et c'est ça qui fait la particularité d'un pays comme les États-Unis. Le rôle des médias, c'est ça. Le rôle des médias, c'est de parler de démocratie et de liberté aussi. Et c'est ce que nous faisons en réalité. Oui, mais nous ne le faisons plus. Parce que peut-être on ne nous permet plus. Non, enfin, moi je ne sais pas. Qui empêche qui d'écrire? On n'empêche personne d'écrire. C'est lorsque vous écrivez des articles qui n'ont pas qui ne sont pas équilibrés. Parce qu'il y a une déontologie. Tout à fait. Et il y a des lois
Tout à fait. Lorsque vous respectez la déontologie, lorsque la loi du numérique qui a été votée, qui est en vigueur, à notre corps défendant, ben, elle est en vigueur. Il faut la respecter. Tout à fait, il faut la respecter surtout dès lors que le journaliste viole, mais surtout respecter les lois en matière, je dois dire, de procéder pour aller se saisir d'un journaliste quand il a violé un test. Et c'est là justement la différence. Parce qu'on a l'impression que certes, il y a peut-être un journaliste qui a violé les tests de la République, mais qu'on se moque royalement aussi des tests de la République pour aller le saisir alors qu'il y a un procédé. Si on a condamné un journaliste et qu'on a dit qu'il ne peut plus aller en prison, ben condamnons-le autrement. Bon, et ne le mettons pas en garde à vue. Je ne sais pas de quel journaliste vous parlez. Il y en a eu des cas... Non, honnêtement, je ne sais pas de quel journaliste vous parlez. Il y a probablement eu un ou deux cas, peut-être que je n'ai pas creusé personnellement. Il y a eu un journaliste qui a été condamné ici à 6 mois, qui a été retenu pendant 6 mois. Je n'ai pas creusé. C'est bien le journaliste Soussou, etc. On a eu Casimir Pédior, on est allé chercher Martin Allemand, comme si c'était lui qui avait organisé le plus grand braquage du siècle au Bénin, alors que c'était juste une publication, même si on trouve que ça a sali le Bénin. Je crois qu'on aurait pu quand même respecter les terres de la République en matière donc d'interpellation de journalistes. D'abord, il y a des conditions pour être un journaliste. C'est pourquoi je vous dis, je n'ai pas creusé. Okay. Le fait d'écrire ne fait pas de vous un journaliste. Le fait d'avoir une publication régulière ne fait pas de vous un journaliste. C'est ça. Il y a des dossiers à fournir et des pièces à obtenir. Il y a des formalités à remplir pour être journaliste. Je suis d'accord? Hein? Maintenant, quand vous avez rempli ces formalités-là et que l'État viole les textes... Ou que la HAC ne vous a pas délivré la carte de presse, le moment où il faut. À ça, je ne peux pas juger du moment. Mais la loi dit que c'est quand vous avez la carte que vous êtes journaliste. N'est-ce pas? Oui. Le moment où on vous le délivre, moi, j'en sais rien. Il est arrivé un moment au Bénin où il n'y avait plus de journalistes. En tout cas, on regarde la loi, on regarde la carte de presse. Mais les personnes qui avaient déjà eu la carte par le passé ne peuvent plus être considérées comme n'étant pas journalistes. Même si, entre-temps, la HAC n'a pas pu vous délivrer votre carte de presse, à partir du moment où vous l'avez déjà eu au moins une fois, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas journaliste. C'est pourquoi je vous dis, moi, personnellement, je n'ai pas creusé. Donc, je ne sais pas quelle est la qualité réelle des personnes. Je sais que c'est des gens qui animent des organes de presse, qui font des publications et qui sont tombés sous le coup de la loi du numérique. Pas sous le coup de la loi, pas sous le coup de la déontologie, de la loi de la communication. Donc, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Et il n'y a pas tellement de cas que l'on puisse dire que nous sommes dans un pays où il y a une répression dirigée contre les journalistes. Il faut un ordre précis avant de commencer à s'inquiéter. Pour qu'on dise qu'il y a une répression, il faut qu'il y ait des cas avérés de journalistes qui disent, bon, voilà, je suis dans l'exercice de ma profession, voilà mes identifiants, voilà ma carte, et voilà la loi qu'on m'oppose et qui ne devrait pas m'être opposée. D'accord? Oui. Donc moi, je vais bien faire le procès au gouvernement d'outrepasser ses prérogatives, et je pense que ça arrive souvent que le gouvernement outrepasse ses prérogatives. Je pense que ça arrive souvent que la police fasse du zèle. Je pense qu'il arrive souvent que certaines personnes se pensent investies de pouvoir qu'ils n'ont pas et considèrent la privation de liberté comme la chose la plus naturelle qui soit. Ce n'est pas normal, c'est vrai, mais concernant un certain nombre de personnes, notamment des journalistes, je pense que c'est nous-mêmes qui, par manque de, je vais dire, c'est pas par manque de courage, c'est peut-être par manque de motivation que nous ne faisons plus ce que nous avons à faire. Parce que lorsque j'écris un article, qu'il est équilibré, qu'il respecte les normes, que je ne viole aucune loi, ça va être difficile de m'arrêter sans que ça suscite un véritable tollé. On va passer à notre deuxième sujet. S'il y a quelqu'un qui ne se prive pas en tout cas de parler, c'est le président du parti Restaurer l'Espoir,
même s'il a choisi clairement ces espaces où il doit se prononcer, en l'occurrence les réseaux sociaux. Sauf que avec les forces connues pour un Bénin émergent, on n'a pas bien l'impression qu'ils sont les bienvenus dans l'opposition. Pourtant, au regard donc des dispositions de la loi et surtout de leur déclaration au niveau du ministère de l'Intérieur, ils sont bien partis de l'opposition. Les pestiférés, les indésirables. Ah ça, je ne sais pas s'il faut les appeler pestiférés. Les indésirables. Mais dans tous les cas, ils ne sont pas désirés. Ils ne sont pas désirés. Ou alors, ils ont posé peut-être un certain nombre de conditions que les démocrates ne sont pas prêts d'accepter. Bon, pour ce qui concerne le président de Restaurer l'Espoir, je constate que ça fait déjà un moment qu'il y a une certaine distance entre lui et tout le reste de l'opposition. Et d'ailleurs, lui considère que les opposants que nous avons aujourd'hui sont comme des mouvanciers qui font semblant d'être des opposants sans être vraiment des opposants. Bon, si on considère que lui-même n'est que dans la rhétorique et que ça ne suffit pas non plus à faire un bon opposant, je pense qu'il y a quelque part une absence de coordination, ou enfin, je vais dire, il n'y a pas de communauté d'intérêt pour l'instant. Et c'est pour ça peut-être que nous ne le voyons pas encore ensemble. Oui. Parce que ça dépend de ce que chacun vise. Peut-être l'alternance en 2026. Au moins ça, là-dessus, on peut se dire, tous ces partis politiques le visent ou la visent. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Quand vous écoutez le président de Restaurer l'Espoir seulement, lui semble dire le contraire. Ah oui? Que les partis qui sont dans l'opposition travaillent pour Patrice Talon. Mais à la fin, c'est une opposition feinte, c'est une opposition déguisée. Donc à la fin, son souhait, c'est l'alternance en 2026. Et peut-être que c'est lui qui ne trouve pas les bons partenaires pour réaliser son alternance à la façon dont lui, il rêve son alternance. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas une communauté d'intérêt et ça fait que chacun reste dans son couloir avec ses propres objectifs. Et c'est pareil pour l'autre parti, pour FCBE, qui aurait dû tout naturellement retourner avec les camarades d'hier qui sont ceux du Parti Les Démocrates. Bon, on constate que... Est-ce que ça pourrait être si facile comme ça de retourner avec les démocrates quand on les présente là-bas comme des traîtres qui ont vendu le parti pour des broutilles? Les questions politiques font taire ce genre de petites critiques. Ah oui, sérieusement? Ah oui, les intérêts politiques sont au-dessus des petites chicaneries de cette nature-là. Ce qui s'est passé avec la FCBE, c'est une petite chicanerie? Si FCBE, toute proportion gardée, considère que sans le parti, les démocrates, l'avenir est compromis, il ne faut pas se faire prier. Donc, s'ils ne sont pas encore là-bas, c'est que soit ils sont en discussion et que cette discussion achoppe sur un certain nombre de points, ou alors ils sont dans d'autres calculs qui leur permettent d'aller seuls ou avec d'autres partis qui sont en discussion avec FCBE. Alors, ils ont créé un creuset tout dernièrement pour continuer à discuter ensemble sans ces deux partis politiques. Peut-être parce que les deux partis ne sont pas utiles pour eux. Quand on va quand même, Restaurer l'Espoir n'a pas encore prouvé ce dont il est capable, en tout cas sur le plan politique, depuis la réforme du système partisan. Les FCBE ont prouvé quelque chose aux élections de 2020, sauf que quand les démocrates sont arrivés dans le jeu, ils ont perdu de leur lucidité pour convaincre les électeurs, et donc leur étendue a commencé à se réduire comme un pot de chagrin. Alors, on peut se dire que ces éléments mis l'un au bout de l'autre, certainement a pu décider qu'on les choisisse pour qu'on ne discute pas d'abord avec eux. Mais je pense qu'il y a forcément de la discussion à tous les niveaux. C'est sûr que les démocrates discutent avec FCBE et également avec Restaurer l'Espoir. Maintenant, on peut se dire que Restaurer l'Espoir ne leur apporte peut-être pas grand-chose sur le plan électoral, à part peut-être la vision et on va dire le pisianisme du président de Restaurer l'Espoir, qui à titre personnel et individuel peut constituer un capital. Bon, mais du point de vue électoral, c'est vrai que Restaurer l'Espoir ne rassure pas davantage que
que ça l'était hier. Mais si restaurer l'espoir, si ce plan n'est pas très utile pour les démocrates, il n'en est pas de même pour FCBE, et c'est pourquoi je vous dis très honnêtement, moi je ne comprends pas, parce que FCBE a une certaine proximité naturelle avec les démocrates, parce que c'était des camarades, et que je ne vois pas du tout ce qui peut, même après toutes les scissions qu'on a connues, ce qui peut les empêcher de se remettre ensemble, de se rabibocher pour peut-être la peur d'être trahi, peut-être la peur d'être trahi à nouveau. Ça ne peut pas arrêter un parti politique qui a envie d'avancer, parce que une fois que vous êtes ensemble, même si l'autre est un maillon faible, il est quand même dans la barque, et ça fait une force de plus. En politique, on conjugue, enfin on dit que c'est l'addition et la multiplication. Voilà. Mais il vaut pas mieux multiplier, additionner des taupes, par exemple. Si la personne doit être une taupe dans vos rangs, je ne crois pas que ça arrange un parti politique. Alors ça, si c'est pour dire que les autres partis ne sont non, pas moi je parle de façon globale. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que de mon point de vue, si le parti FCBE n'a pas déjà rejoint les démocrates, c'est peut-être parce qu'ils sont dans des calculs qui ne prennent pas en compte que les démocrates. Peut-être qu'ils ont d'autres partenaires avec qui ils sont en discussion, et que ça fait que pour l'instant, ils se réservent. En tout cas, on verra bien ce que ça donnera, même si en principe, on devrait déjà pouvoir se fixer. Je rappelle, les élections générales, c'est pour 2026. Nous sommes là en novembre 2024. Et il y a quand même un électorat à conquérir. Tout le monde se comporte comme si l'électorat n'a pas beaucoup d'importance dans le jeu. Oui, mais de toute façon, l'électeur béninois, il a toujours des choix du dernier moment. Et c'est peut-être pour ça que les partis politiques considèrent aussi que, bon, il n'y a plus la manne financière qu'on avait hier pour faire tout ce qu'on faisait. Il y a aussi ça qui compte. Hier, les directions générales de certaines sociétés, certains ministères avaient le budget qu'il fallait pour organiser des messes, organiser des marches, organiser un certain nombre de choses qui mettaient de l'animation dans la vie publique. Il faut considérer que, en l'absence de cet argent là qui permettait de créer beaucoup d'activités, et bon, il est normal qu'on assiste à une sorte de morosité. Qui va sortir l'argent et pour quelle fin? C'est aussi ça, la grande question qui s'impose. La manne financière que l'État donne ne permet pas de faire ce genre de... Ah, c'est beaucoup de milliards quand même. Ah oui, mais c'est des milliards qui sont, on va dire, bien comptés, et qui sont affectés à des activités bien précises. Donc vous ne pouvez pas faire de la distribution de numéraires dans un meeting sous prétexte que l'État vous a donné de l'argent et que vous en avez. Il faut, auprès du comptable public, justifier la dépense. Et ça, ce n'est pas facile. Est-ce que l'opposition, je veux dire ceux qui se sont mis en creuset, auront vraiment besoin des deux partis non encore appelés au sein du creuset, même s'ils ont dit que les discussions se poursuivent? Et qu'est-ce qui pourrait être leur apport fondamentalement? Je pense que FCBE a des élus qui pourraient avoir la fameuse carte Sésame, qui est... Quoi, les parrains? Qui est l'acte de parrainage. Et donc, les démocrates, de mon point de vue, ont besoin d'avoir cette réserve de parrains pour être à l'aise. Bon, maintenant, s'ils considèrent qu'ils n'en ont pas besoin, c'est eux qui voient. Mais, à mon avis, c'est très risqué de ne pas prendre ces parrains de réserve-là, parce que le nombre de parrains qu'il faut correspond au nombre exact de députés qu'ils ont, et que les défections en politique, ma foi, au Bénin... Oui, mais ils ont montré une solidarité avec notre pareil. Quelle que soit la solidarité, le risque est grand pour eux de compter à 100% sur les membres de leur parti, et de considérer que parce qu'ils ont un certain nombre qui est très exact, ils peuvent se passer des autres. Et c'est peut-être aussi parce que les autres connaissent leur importance par rapport à ce parrainage qu'ils ont mis là-bas à un niveau où les démocrates ont considéré qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et le parti Restaurer l'Espoir? Restaurer l'Espoir ne compte pas véritablement en qualité de parti pourvoyeur de parrains, ni de voix d'ailleurs, parce que bon, Restaurer l'Espoir
Comme je vous l'ai dit, c'est un parti qui... je ne sais pas trop si ce parti existe encore légalement. Ça existe. Bon, mais c'est un parti qui n'existe véritablement que parce que devant ce parti, il y a quelqu'un qui a un parcours politique qui force un peu l'admiration et que tout le monde considère que une personnalité comme Candide Azanahi, il faut l'avoir avec soi plutôt que contre soi. On va finir avec notre dernier sujet. Il s'agit de l'arrestation la semaine écoulée de l'ancien directeur général de la police nationale, le général Louis-Philippe Rondegnon, interpellé à son domicile, notamment à Aboumekalavi. L'information avait commencé comme une rumeur, démentie d'abord dans un premier temps avant de se confirmer par la suite. L'homme est désormais déposé en attendant son procès fixé pour le 16 décembre prochain. On a été un peu surpris que cette interpellation arrive. Personnellement, je n'ai pas été surpris. Ah oui, pourquoi? Je n'ai pas été surpris parce que lorsque j'ai écouté certains propos justement du général Rondegnon, je me suis dit que ces propos-là seraient peut-être identifiables dans la bouche de quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est que la loi. Parce que je pense qu'il a dit des choses que lui-même, dans le fauteuil qu'il avait occupé hier, n'aurait pas permis à qui que ce soit de dire par rapport comment dirais-je, au pouvoir public. Il y a une sorte de défiance. Et moi je dis, quel que soit ce que dit quelqu'un, il faut l'écouter parce que personne ne dit que des âneries. Dans tout ce que dit quelqu'un, il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer pour avancer. Et quand j'ai écouté le général Rondegnon, à un certain moment, j'ai entendu des choses qui, bon, même si ça a été dit sur le ton de la défiance, avaient un certain sens. Et je pense que lorsque vous faites de la critique, et que la façon dont vous faites la critique est recevable, ce que vous dites est entendu. Mais vous pouvez dire des choses sensées sans être entendu parce que le ton que vous employez fait que celui à qui vous vous adressez se sent offensé plutôt que d'être interpellé par ce que vous dites. Et quand j'ai entendu un certain nombre de choses, je me suis dit, bon, le général, il a apporté une certaine contribution, c'est vrai, mais le ton n'était pas bon. Bon, mais ensuite... On va faire le procès des tons maintenant dans la République. Quand je dis le ton, c'est quoi? C'est la défiance. Quand on défie l'autorité, on n'est pas dans ses droits. Personne n'a le droit, assez de droit en tout cas, pour défier le pouvoir public. C'est pas possible. Et quelqu'un qui a occupé les anciennes fonctions que le général a occupées est mieux placé que quiconque pour savoir qu'il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Alors, et moi, je considère qu'un homme prévenu en vaut deux. C'est-à-dire qu'un homme de droit, un homme qui connaît la loi, est deux fois plus punissable que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la loi. Oui, mais est-ce que ce n'est pas devenu un mobile passe-partout désormais, harcèlement par voie électronique, incitation à la rébellion, je ne sais pas. Ce sont les accusations qu'on a entendues, en tout cas portées contre le général. Oui. Du coup, ce n'est pas la première fois qu'on entend. Il n'est pas encore condamné. Oui. Il est présumé innocent. C'est vrai que pour l'instant, il est en train d'être écouté et puis bon, on verra si quelque chose est retenu contre lui parce que quand même, n'oubliez pas que sur les ondes publiques, le général a dit qu'il a été plusieurs fois approché par des gens qui auraient voulu qu'il fasse un coup d'État. Et qu'il a refusé. Alors, quand vous et moi nous disons ces choses-là en toute ignorance, ça peut passer. Mais quand un général le dit, oui, on ne devrait pas ne pas l'écouter. Pourquoi on devrait l'écouter s'il dit qu'il a repoussé les offres? Parce que le coup d'État n'est pas une activité légale. Je ne peux pas dire devant tout le monde, j'ai été approché pour trafiquer la drogue depuis hier, j'ai refusé, ils sont revenus ce matin, j'ai refusé, et on va me laisser en paix. Non, il faut qu'on vienne me demander, mais qui sont ceux qui sont venus te proposer de trafiquer la drogue? Il faut que tu le dises.
Et tu devrais même, en étant un homme de droit, aller le dire sans qu'on ait à te le demander. Aller vers les pouvoirs publics pour dire c'est de la délation. C'est pas de la délation, c'est un acte républicain, c'est un acte citoyen que d'aller dire on est venu me proposer quelque chose de très illégal. Et quand vous ne l'avez pas fait et que vous venez ensuite vous en vanter sur les ondes, il est quand même normal qu'on vous écoute. Et c'est pourquoi je vous dis, même s'il n'est pas condamné, le fait qu'on l'écoute est un acte sur lequel on s'entend tous. On ne pouvait pas ne pas l'écouter. Mais pas de cette façon. Pour écouter quelqu'un, on n'a pas besoin d'escalader son mur. Moi, je ne connais pas les chefs d'accusation et je ne sais pas exactement. Non, je ne sais pas ce sur quoi les gens se sont fondés. Mais je dis, vous savez, on n'arrête pas tous les citoyens comme ça tous les jours. Il y a toujours une raison pour laquelle un citoyen mérite qu'on lui tombe dessus comme ça. Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse si vous n'êtes pas mêlé à quelque chose qui mérite qu'on vous arrête de cette façon? Parce que n'allez pas croire que dans une république, ça n'existe pas. Dans tous les pays du monde, on arrête. On escalade le mythe de quelqu'un en dehors des horaires normaux. Dans tous les pays du monde, pour le chercher. Dans tous les pays du monde, ça existe. Ah oui. Et vous croyez que ça n'existe pas? Ah ben moi, je n'ai pas fait beaucoup de pays dans le monde. Ça existe dans tous les pays du monde. Tout dépend de ce qu'on vous reproche. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et que ça fait beaucoup plus de bruit que par le passé. Sinon, par le passé, il y a toujours eu ce genre d'arrestation. Adessi Carlos, ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.